vérité. Tôt ce matin, au terminal 2 de Roissy, une partie du toit s'est effondrée sur une passerelle qui s'est affaissée à son tour sur les voitures de service. 5 personnes ont été tuées, peut-être 6, 3 blessés. Une information judiciaire a été ouverte. La zone est sondée par les secours. Plus de 200 pompiers sont sur place. Vitrine architecturale de Roissy, le terminal 2 n'a même pas un an. Les causes de l'accident sont pour l'instant inconnues. Défaut de structure ou de conception, on ne sait. L'enquête le dira. 19 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement lors d'un rallye automobile en Loire-Atlantique. Une voiture est sortie de route et l'a percuté les spectateurs. En Irak, violents affrontements entre miliciens de Moqtada Sadr et l'armée américaine. Alors que le Washington Post continue ses accusations, le général Sanchez, commandant en Irak des forces américaines, aurait assisté à des sévices. Le général dément. Roland Garros se prépare, les internationaux de tennis retransmis en direct sur France Télévisions avec aujourd'hui le premier set avant le coup d'envoi, l'échauffement des champions. Et puis dernier jour à Cannes, les jurés du festival s'expliquent. La Palme d'Or décernée au réquisitoire anti-Bush signé Michael Moore n'est pas un choix politique. Voilà, monsieur, bonsoir. À Roissy, le terminal 2E est éventré sur une trentaine de mètres. Il ne reste plus qu'un gigantesque amas de béton, d'acier et de verre. Une partie de la voûte s'est donc effondrée sur une passerelle tôt ce matin. Le dernier bilan fait état de 5 morts, peut-être 6, 3 blessés. À l'heure qu'il est, les pompiers continuent de fouiller des décombres instables à la recherche d'éventuelles victimes. Une information judiciaire a été ouverte, nous y reviendrons. Il était près de 7 heures ce matin lorsque les passagers ont aperçu une fissure, puis une seconde. Quelques minutes après, le toit du terminal inauguré il y a moins d'un an s'écroulait. Thierry Curtet, Stéphanie Davoigneau, Maxime Soulard. Un grand bruit, comme un grand craquement. Et c'est une tranche du terminal E2 de Roissy qui s'effondre sur elle-même. Un bâtiment tout neuf, inauguré il y a moins d'un an. La structure, verre et béton, très design, ensevelit une dizaine de personnes en s'effondrant. Très vite, 3 blessés sont évacués, mais il y a des morts, des passagers qui venaient de quitter leur avion. Selon les premiers témoignages, il y a eu des signes avant-coureurs, 2 minutes avant que tout ne s'écroule, vers 6h55 ce matin. Les ministres de l'Intérieur et des Transports sont venus sur place. Il y a, semble-t-il, eu des premières indications dans les minutes qui ont précédé l'effondrement, qui ont permis immédiatement de donner l'alerte, ce qui a vraisemblablement limité le nombre de victimes, mais pas suffisamment pour pouvoir empêcher malheureusement ce drame. Ce sont en effet des passagers en attente qui ont entendu de petits craquements. Ils signalent une première fissure, un peu de poussière, de béton tombe du plafond. Le centre de secours est alerté, mais avant qu'il n'intervienne, tout s'écroule. Ces témoignages permettent d'écarter l'acte de malveillance. Rien n'indique, mais vraiment rien n'indique qu'il s'agirait d'un attentat. Si l'immense aérogare, 700 mètres de long, a été fermé, l'aéroport, lui, fonctionne presque normalement. Les pompiers ont utilisé des chiens pour repérer les victimes sous les gravats. Ils ont travaillé au milieu de structures de plusieurs dizaines de tonnes, menaçant à tout moment de s'effondrer. Imaginez un tunnel de métro, tout simplement, pour faire simple, un tunnel de métro. Et c'est une partie de ces voûtes qui sont en périmétrie, qui sont appuyées sur une ossature aussi béton en poteau, qui s'est effondrée sur le côté. Ce soir, les questions sont bien sûr nombreuses. Les experts sont arrivés. La société Aéroport de Paris s'interroge. La volonté que j'ai, la volonté que toute l'équipe autour de moi a, c'est que la vérité soit connue le plus tôt possible, que l'on comprenne, que l'on sache ce qui s'est passé. C'est notre volonté. Nous voulons comprendre, nous voulons savoir. ADP assumera d'ailleurs dans ce domaine l'ensemble de ses responsabilités. Les pompiers, les secouristes sont encore au travail, mais les engins de levage en jaune derrière moi ont été approchés, signe qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants. Jacques Chirac comme le Premier ministre ont exprimé leur profonde compassion aux familles des victimes. Le périmètre autour du terminal 2 est toujours inaccessible à l'heure qu'il est. Depuis ce matin, le plan rouge a été déclenché. Le fil des événements, Gilles Marinet, Marie Cazot. Sirènes hurlantes, des ambulances, des véhicules de pompiers, tous convergent vers l'aéroport. Ce matin, peu avant 7 heures, une partie du toit du terminal 2 s'est effondrée. Il y a des victimes. Cet homme travaillait sur la piste tout près, il sera l'un des premiers témoins. Quand on s'est rendu sur les lieux, effectivement, on a vu l'ampleur des dégâts. Donc c'était carrément le terminal E qui s'est écroulé, avec les 2 passerelles
latérale et puis l'ampleur du dégât, c'était vraiment horrible quoi, de voir ça. On a entendu les sirènes qui hurlaient de chaque endroit de l'aéroport et ça courait dans tous les sens, mais les pompiers sont venus assez rapidement quand même. Hein. Le plan rouge est déclenché, tous les secours mobilisés, y compris des engins de levage. Le périmètre du terminal est entièrement bouclé. À l'intérieur, les pompiers cherchent des victimes, des survivants. À ce moment-là, on ignore leur nombre. En milieu de matinée, le préfet de Seine-Saint-Denis avance un chiffre. Nous n'avons pour l'instant qu'un bilan provisoire qui s'établit à 6 décédés et 3 blessés, urgence relative, donc des blessés dont le pronostic vital n'est pas en jeu. Pour les secours qui s'emploient à déblayer un amas de poutrelles et de gravats, aucune certitude. À 14 h, il est trop tôt pour un bilan. C'est ça la grande question. Combien de personnes peuvent être ensevelies? Et donc il faut retrouver tous les gens, et beaucoup étaient déjà partis, même c'était une zone d'escale, donc les gens étaient repartis sur des vols. Donc il y a un travail de fourmi à retrouver avec les compagnies aériennes, avec ADP. C'est très difficile. Et pendant ce temps-là, l'aéroport est submergé d'appels téléphoniques. Écoutez madame, si nous avons quoi que ce soit, nous vous rappellerons. Ne vous pas au numéro en question. Hein. C'est la cellule d'information, 50 volontaires, des salariés de l'aéroport. Ils répondent à l'angoisse des familles, sous l'œil attentif en cette fin d'après-midi de Nicole Gage, secrétaire d'État aux victimes. Donc on dit aux appelants que l'on n'est pas en mesure de leur donner des informations et en même temps on s'engage à les rappeler. Déjà 11 000 appels, mais la cellule s'entoure de toutes les précautions avant de communiquer une identité de victime. Ce soir, le dispositif reste en place. Une information judiciaire a été ouverte, place maintenant aux experts et aux enquêteurs. Il faudra sans doute du temps pour déterminer précisément ce qui a pu provoquer l'effondrement d'une structure quasiment neuve, fleuron de l'architecture moderne. Beaucoup d'hypothèses, défaut de conception ou de construction, nul peut dire. On retiendra en revanche que l'inauguration du terminal 2 avait été retardée. Voici pourquoi Anne Guéry, Martin Gouès. Roissy-Charles de Gaulle, l'un des 10 plus grands aéroports du monde, 50 millions de passagers par an. Face à l'explosion du trafic aérien en 30 ans, il n'a cessé de s'agrandir. Dernière extension, le terminal E de l'aérogare 2. C'est un bâtiment central relié à une jetée de 650 mètres de long. Dans cette jetée, une immense salle d'embarquement en jaune sur la carte, avec des passerelles permettant aux passagers de rejoindre les avions. C'était le fleuron d'Aéroports de Paris. Les jeux de lumière étaient particulièrement réussis, donc elle était effectivement considérée comme, de par le monde d'ailleurs, comme une salle de prestige, particulièrement audacieuse. C'est une partie de la jetée qui s'est effondrée sur une passerelle qui, à son tour, s'est écroulée. Défaut de conception ou de construction? La conception était-elle viable? L'architecte Paul Andreu voulait une structure lumineuse, transparente, aux apparences de légèreté. Du verre, du béton et du fer, ces matériaux ont-ils été correctement dosés pour que l'édifice soit suffisamment solide? Ensuite, la construction. Y a-t-il eu défaillance, un défaut dans le gros œuvre? Aujourd'hui, les syndicats dénoncent une mauvaise organisation des travaux. Ce qui posait problème, c'était une sous-traitance excessive, des sociétés qui venaient en grand nombre et qui changeaient régulièrement. Donc il n'y avait pas de stabilité dans les travaux qui étaient en cours. Les travaux ont duré 5 ans. En juin 2003, la commission de sécurité avait reporté l'ouverture du terminal E. Le système de sécurité incendie et certaines installations comme les escalators n'étaient pas au point. Aéroports de Paris avait remis ses installations aux normes en une semaine. À aucun moment, il n'était question d'un problème de structure. Ce qu'il y a eu l'année dernière, disons au dernier moment, à savoir qu'il y avait eu un report de la date d'ouverture qui avait été décalée de 10 jours, ne concernait, disons, que des finitions et absolument pas le gros œuvre qui, elle, était finie depuis plusieurs mois. La commission de sécurité confirme, elle n'a jamais été alertée sur un défaut de structure par le bureau de contrôle chargé, lui, d'examiner la fiabilité du gros œuvre. Voyons maintenant quelles sont les répercussions. D'abord sur le trafic aérien. Le tout nouveau terminal est donc hors d'usage et sans doute pour longtemps. Une 60aine de vols devraient être répartis vers d'autres terminaux. François Baudenay, Alexandre Delaval. L'aérogare le plus récent de Roissy, envahi par des engins de secours et par l'armée. Des équipes de sauveteurs encore au travail et toutes les issues du terminal E hermétiquement fermées. Ce matin, le plus grand aéroport français était sous le choc. Moi qui prends souvent l'avion, mais je peux vous dire que là aujourd'hui, on prend l'avion demain en plus. Puis on prend l'avion demain nous aussi, hein. Donc ça fait mal quand même. Hein. Pour les familles et pour tout le monde, ça fait mal. Hein.
Pour les premiers passagers qui descendent des avions après l'accident, l'information est tout d'abord plutôt aléatoire. Quelqu'un a reçu un coup de fil avec un portable à l'arrivée. Donc de sa fille, apparemment il y a un toit qui s'est effondré, c'est tout ce que je sais. Mais très vite la situation s'améliore, une soixantaine d'avions sont détournés vers les autres terminaux. S'il vous plaît, pour les passagers qui devaient embarquer ici dans le E où j'étais, vous maintenant? Non, il faut aller voir Air France ou Delta et en fait ils vont vous dire où est-ce qu'ils doivent atterrir. Conséquence, des vols retardés, mais surtout de longues marches à pied, car des milliers de passagers doivent changer de terminal. Et la compagnie la plus touchée par ces perturbations, c'est Air France. Toute notre exploitation passe. Ceci dit, elle passe dans des conditions quand même assez dégradées. Et l'enjeu, c'est de pouvoir redéployer notre activité dans les jours qui viennent. Et c'est bien là la question. Ce soir, personne ne peut dire en effet combien de temps le terminal 2E restera fermé. Nous vous retrouverons Stéphane Breitner en direct de Roissy pour un dernier point avant la tombée de la nuit. On peut imaginer que les secours vont continuer à fouiller les décombres sans relâche? Mais écoutez, vous savez, nous sommes dans une configuration analogue à celle d'un tremblement de terre, c'est-à-dire que passé les opérations de secours, nous sommes depuis le début de l'après-midi dans une phase de déblaiement des gravats qui devrait durer toute cette nuit et sans doute encore demain, puisque je vous le rappelle, il y a toujours cette hypothèse d'une sixième personne éventuellement ensevelie sous les décombres. Alors les secouristes ne seront pas les seuls à travailler, puisque la police scientifique est elle aussi sur place à la recherche d'indices qui vont lui permettre de faire évoluer son enquête. Des enquêteurs qui ont d'ailleurs déjà commencé cet après-midi les premières auditions dans les locaux de la police, ici même à Roissy, puisque l'architecte de la structure a été entendu. Alors bien évidemment, le terminal 2E est fermé au public, fermé au trafic, puisqu'il va falloir contrôler le bâtiment, voire le reconstruire éventuellement, et cela va prendre, vous l'imaginez, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Enfin, demain matin, tous les syndicats autonomes de Roissy vont se réunir d'abord entre eux, puis demander un entretien avec leur direction pour avoir des explications sur cet accident. Quant au personnel qui travaillait à l'intérieur du terminal 2E, elle devrait être affectée demain matin dans les autres terminaux de l'aéroport. Merci Stéphane Breitner. Enfin, sachez que l'aéroport de Paris met en place un numéro de téléphone à destination des personnes qui voudraient des informations sur leurs proches. Le numéro s'affiche, donc c'est le 01 48 64 59 59. Air France met aussi un numéro vert à disposition des passagers qui devraient utiliser ce terminal, le 0800 800 812. Autre accident d'une toute autre nature lors d'un rallye automobile en Loire-Atlantique. Une voiture qui participait à la course a quitté la route et fauché plusieurs personnes dans la foule. 19 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement. Romuald Bonan, Fabien Delory. Photographie du lieu de l'accident et relevé des traces de freinage. 24 heures après le drame lors du rallye des Pays de la Loire, la recherche minutieuse d'indices a commencé. Les deux pilotes auditionnés la nuit dernière ont affirmé que les freins de leur véhicule de course ont lâché dans ce virage à 400 mètres de l'arrivée. Il y a ce problème de freinage et éventuellement une erreur de conduite. Donc tout ça, les organisateurs, des spécialistes vont être interrogés pour déterminer exactement les raisons. Les marques sur le bolide témoignent de la violence du choc. Au bord de la route, une quarantaine de spectateurs sont groupés derrière des barrières quand tout à coup le véhicule fonce sur eux. Des gens ont volé dans tous les sens et puis tu finis dans le champ ou dans le fossé. Et puis ça criait beaucoup. 19 personnes dont plusieurs enfants sont blessés aux jambes, à la tête. 4 grièvement touchés sont transférés au CHU nantais afin d'être opérés. De leur côté, les organisateurs du rallye certifient avoir respecté toutes les normes de sécurité. Si on avait même reculé les barrières de 10 mètres ou de 15 mètres, ça n'aurait pas changé grand-chose. Le public était dans une zone sécurisée donc par les organisateurs, avec le respect de la mise en place et des distances par rapport à la route. La préfecture de Loire-Atlantique avait bien autorisé la compétition, mais en imposant des restrictions. Dans ce genre d'épreuve, il faut s'assurer notamment que le public ne se trouve pas aux endroits dangereux, notamment les virages ou les bouts de ligne droite. Panne technique, erreur humaine ou défaut de sécurité, l'enquête judiciaire devra le déterminer. La fin de ce long week-end de l'Ascension avec une circulation très chargée sur la route des retours, notamment au péage de Saint-Arnoux dans les Yvelines, comme vous le voyez sur ces images. Le combat des personnes nées sous X, un combat, une quête difficile, douloureuse pour ces enfants devenus adultes sans rien connaître de leurs origines. À Vichy se tenait hier leur premier congrès avec comme objectif sensibiliser l'opinion publique et les politiques au problème des maladies héréditaires. En effet, ces personnes nées sous X ignorent tout de leurs antécédents familiaux. Laetitia Legendre et Virginie Travers.
Il y a 15 ans, Jean-François Krieger a failli perdre la vue suite à un glaucome. Une maladie que l'on traite en amont dans certains cas, car elle peut être héréditaire. Sauf que Jean-François Krieger ne connaît pas le passé médical de sa famille. Il est né sous X. Depuis qu'il a eu son glaucome, ses enfants et petits-enfants sont suivis préventivement. Aujourd'hui, il demande plus d'informations sur les dossiers, plus de traçabilité, comme il dit, pour les personnes nées sous X. Vous achetez votre beefsteak, vous savez le nom du père du bestiau, de la mère du bestiau, le nom de l'éleveur, la référence du pâturage, enfin vous savez tout sur la viande que vous consommez. Et puis nous, nous qu'est-ce qu'on sait de nous? Alors on sait de Jean-François Krieger, on sait qu'il était pupille de la nation, numéro matricule 3093, que c'est un enfant trouvé, on ne sait rien, c'est le vide total. Alors depuis un an, avec une association de personnes nées sous X, il rencontre et sensibilise les politiques, comme ce député de Clermont-Ferrand, sur la question épineuse des maladies héréditaires. Myopathie, hémophilie, impossible pour ces femmes et ces hommes, nés dans l'anonymat, de savoir quels risques ils courent à long terme. Un argument auquel le député est particulièrement attentif. Et on a déjà avancé. Donc je crois qu'il faut qu'on continue d'avancer. Et la loi est faite pour être modifiée, elle est faite pour évoluer. Bénédicte Denetière, née sous X, elle, a perdu l'usage d'un œil. Sa mère ayant contracté pendant sa grossesse la toxoplasmose. Rien ne figurait dans son dossier médical. Quand elle l'a appris, c'était déjà trop tard. Aujourd'hui, elle recherche toujours sa mère biologique et se heurte au silence des administrations. Les retrouvailles sur un quai de gare au ralenti, ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut aussi, c'est pouvoir expliquer à des gens, une fois qu'on s'est retrouvés, qu'on peut se sauver l'un l'autre, donc les uns les autres, et que surtout on peut témoigner pour que ça n'arrive plus. De ce congrès des personnes nées sous X va sortir un manifeste. L'association le remettra au ministre de la Santé et de la Famille, afin de repenser la question de l'accouchement sous X. Aujourd'hui en France, près de 400 000 personnes sont concernées par la recherche de leurs origines. L'actualité judiciaire sera marquée demain par la reprise du procès d'Outreau devant les assises du Pas-de-Calais. Après les coups de théâtre de la semaine passée, l'audience doit s'ouvrir demain par un nouvel interrogatoire des époux de lait, puis suivra le témoignage des enfants. Agnès Gardet, Vincent Kellner. Sandrine Lavier va désormais comparaître librement au procès. Parmi les 13 accusés mis hors de cause lors d'un coup de théâtre mardi dernier, elle est la seule à avoir été remise en liberté. Ce que je demande, c'est être acquittée, être innocentée, parce que j'ai rien à voir dans cette sale affaire. Et j'aimerais bien qu'on me rende mes enfants, car je ne les ai pas vus une seule fois. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Et combien de temps vous avez passé en tout en prison? 3 ans. Pourquoi cette mère de famille de 27 ans est-elle sortie de prison et pas les autres? La cour d'assises du Pas-de-Calais n'a donné aucune explication et s'est contentée de suspendre les débats pendant 2 jours jusqu'à lundi matin. Thierry Delay et son épouse Myriam Badaoui seront sans doute à nouveau pressés de questions, ainsi que leurs 2 fils cadets, Jonathan et Dylan, âgés de 10 et 8 ans. On continue avec les enfants de Madame Badaoui-Delay, mais quand même avec des éléments intéressants et nouveaux dans l'interrogatoire et les questions qu'on sera amené à leur poser, dès lors que maintenant, je dirais que leur mère a changé son fusil d'épaule et qu'elle ne met plus en cause la plupart de ceux qu'elle accusait encore il y a 48 heures. Les autres victimes viendront témoigner tout au long de la semaine. Leurs avocats ne demanderont pas le huis clos. Parviendront-elles à se faire entendre dans un procès où la vérité le dispute au mensonge? Myriam Badaoui et Aurélie Grenon, les principales accusatrices, ont déclaré avoir tout inventé. Et si elles mentaient encore, sont-elles encore crédibles? Seule la Cour pourra démêler le faux du vrai au fil des débats qui pourraient durer encore plusieurs semaines. Les petites phrases politiques du dimanche. Laurent Fabius, invité de nos confrères de Radio J, a déploré au sein du Parti socialiste l'attitude de quelques égos qui veulent se mettre en avant, appelant à jouer collectif. Mais surtout, à 3 semaines des élections européennes, Laurent Fabius a souhaité un nouveau vote sanction à l'égard du gouvernement. Nous l'écoutons. C'est une campagne européenne et j'insiste beaucoup sur l'Europe sociale. Mais il est tout à fait vrai que quand les Français ont l'occasion de voter, et surtout par rapport aux 2 principaux partis, soit l'UMP, soit le PS, s'ils trouvent que ce que fait M. Chirac, Raffarin Sarkozy, c'est magnifique, qu'ils votent UMP, mais s'ils trouvent en revanche que aussi bien ce qui vient d'être fait en assurance maladie que la façon générale dont on mène une politique est injuste, à ce moment-là, eh bien, ils voteront pour le PS. Et donc je pense
que cette confirmation de ce qu'on a vu au régional est possible, voire probable. À New York, la réunion du G7 avec au menu la flambée du prix du pétrole. Les ministres des Finances veulent encourager l'ensemble des pays exportateurs à augmenter leur production pour faire baisser les cours. Et ceci nous amène à la situation en Chine, montrée du doigt dans la crise pétrolière actuelle. Il faut dire qu'elle est devenue le deuxième consommateur de pétrole au monde. Or, elle doit acheter à l'extérieur plus de 60% de sa consommation. À l'heure actuelle, la Chine n'a qu'un ou 2 jours d'avance pour ses besoins en électricité. Philippe Rochaud, Sylvain Chiaume. Pour la première fois, l'automobiliste chinois constate que son pays a soif de pétrole. L'essence a augmenté de 9% en un mois, même si elle reste 3 fois moins chère qu'en France. Ça va augmenter mes dépenses de 10 à 20 euros par mois. Pour nourrir ses 70 millions de véhicules, la Chine ne dispose que de 3 semaines de pétrole. Celui qu'elle extrait chez elle n'est pas suffisant. Elle doit acheter 60% de ses besoins à l'extérieur et le marché irakien s'est fermé pour elle. Dans les centrales thermiques, la Chine ne dispose que de 2 jours de réserve de charbon pour produire l'électricité. Or, ces centaines de milliers d'usines, sidérurgiques surtout, sont très gourmandes. Il faut donc trouver d'autres ressources. Les 3 bases fondamentales de la production d'électricité en Chine, c'est aujourd'hui le charbon et l'hydraulique, ce sera demain le charbon, l'hydraulique et le nucléaire. Et la France aide les Chinois à développer le nucléaire qui ne représente que 1% de l'électricité produite en Chine. Car même le barrage des Trois Gorges ne parvient pas à compenser les besoins en énergie de la zone industrielle de Shanghai à 1000 km de là. Avec les chaleurs qui approchent, la ville lumière devra sans doute se plier elle aussi aux mesures de restriction. En Irak, de violents combats dans le centre du pays, à Koufa. Une 50aine d'hommes, tous des miliciens chiites, ont été tués lors d'affrontements avec l'armée américaine. D'après les témoignages sur place, des chars sont entrés dans l'enceinte d'une mosquée appuyée par des hélicoptères. Gilles Rabin. Sadr City, Koufa, Najaf, pendant ces dernières 24 heures, les accrochages ont été incessants entre les troupes américaines et les partisans du chef chiite radical, Moqtada Sadr. 32 miliciens ont été tués à Koufa, à la faculté technique, où l'armée américaine a répliqué à une attaque peut-être lancée pour se venger de l'incursion des forces de la coalition dans une mosquée de la ville la nuit dernière. Cette opération a causé la mort de 20 miliciens. Dans le même temps, aux États-Unis, le Washington Post publie un témoignage d'officier de l'armée américaine selon lequel le général Sanchez, le commandant en chef en Irak, aurait assisté à des séances de torture dans la prison d'Abu Ghraib. Si ces révélations se confirmaient, ce serait la fin de la thèse officielle selon laquelle l'état-major ne savait rien des sévices avant que le scandale n'éclate. En attendant, le secrétaire d'État américain à la Défense a interdit à ses troupes d'utiliser les caméras numériques et les téléphones mobiles capables de prendre des photos. Partons pour Kaboul, où a été inaugurée aujourd'hui, après 1 an de travaux, la plus grande salle de cinéma de la capitale. Une restauration d'un bâtiment datant des années 30 grâce à des fonds français, symbole du droit à la culture et au divertissement après les années d'obscurantisme des talibans. Ce cinéma est une fenêtre sur le monde. Vincent Nguyen, Gilles Jacquier. Il y a 32 ans, cet Afghan a décidé que le cinéma était toute sa vie. Nour est projectionniste à Kaboul, dans un pays miné par un quart de siècle de guerre. Ce n'est pas un film. Il a vu des horreurs, perdu des amis. Ce cinéma dans lequel il a débuté, un tas de ruines. Les balcons et sa cabine là-haut, les sièges rouges et puis les affiches de films, tout n'est qu'un souvenir. Et seule une pauvre famille hante les lieux désormais. Il a la larme à l'œil, le vieux Nour, mais il ne se laisse pas abattre. Dans les salles qui tiennent encore debout, il continue de projeter des films, avec ses amis et les moyens du bord. Sans cesse, il bricole, avec sur les étagères, des trésors sauvés des talibans. On a caché les bobines dans des trous, dit-il, dans des puits et des étables. Voyez dans quel état sont ces vieilles boîtes. Mais il y a du neuf dans la vie de Nour, l'Ariana. Le cinéma est entouré de blindés, mais cette fois c'est pour le protéger. Il vient d'être rénové et le ministre français de la Culture est venu l'inaugurer. Avec Claude Lelouch, président de l'association qui a mené le projet. 1 an de travaux avec architectes et capitaux français, mais ouvriers afghans, pour une salle de 600 places, digne des plus belles d'Europe.
Chacun a besoin de retrouver entre les êtres le ciment qui doit les unir, au lieu de laisser la spirale de la haine parfois s'installer. Et puis, vous savez, Wim Wenders a dit, plus nos images seront belles, plus le monde sera beau. Voilà. Un cinéma, vu l'état du pays, c'est peut-être dérisoire. Allez dire ça aux enfants de la première séance. Quand les premières poussières de rêve tombent sur la salle, Astérix le Gaulois les emmène à des siècles de là, à des milliers de kilomètres. Pas besoin de les interroger, leur regard en dit long. Dans sa cabine ultramoderne, Nour aussi se régale. Oui, le projectionniste de la plus belle salle d'Afghanistan, ce sera lui. Si je meurs, dit-il, je veux que ce soit au cinéma. Mais l'œil du projectionniste est loin de s'éteindre. À la lumière d'une salle obscure nommée Ariana, il vient de se réveiller. À l'occasion du 60e anniversaire du débarquement, partons pour la Pointe du Hoc dans le Calvados. Moment de bravoure et d'héroïsme entré dans l'histoire. Les Rangers américains ont pris d'assaut les falaises normandes sous le feu allemand. Martin Gouès, Grégory Vasseur. Des falaises hautes de 30 mètres. La Pointe du Hoc, ce matin du 6 juin 1944, il est 7h10, le théâtre d'une bataille d'un autre temps. Les 225 Rangers du lieutenant-colonel Ruder doivent se battre comme au Moyen-Âge. Ils escaladent avec des grappins et même des échelles empruntées aux pompiers de Londres. En raison des bombardements, c'est un paysage lunaire qu'ils découvrent. Mais les Alliés n'ont pas écouté les renseignements donnés par la résistance. Une mauvaise surprise les attend. Lorsque les Rangers ont pu aller regarder les encuvements où devaient se trouver les canons, ils ont trouvé des poteaux télégraphiques qui avaient remplacé, en fait, pour déjouer la surveillance aérienne, qui avaient remplacé les canons. Car les Allemands ont replié leur artillerie à quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Aujourd'hui, la Pointe du Hoc reste un des sites du débarquement les plus visités. Plus d'1 million de personnes s'y arrêtent tous les ans. Donc les mecs, ils ont débarqué et après ils ont dû escalader. Faut avoir du courage, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça nous laisse un peu muets, quoi. Faut le faire. Hein. Faut quand même avoir, comme on dit, des tripes pour l'avoir fait. Hein. C'était... Moi, je dis, franchement dit, quand on pense à toutes ces vies qui nous ont sauvés. C'est du respect pour des gens qui sont venus ici, même pas sur leur terre, pour défendre des valeurs. C'est impressionnant. L'exploit ne fut pas totalement inutile, mais il coûta très cher. Sur 225 Rangers engagés dans l'assaut, il n'était plus que 90 à pouvoir encore se battre au soir du 6 juin 1944. Dans le Var, les 30 ans de la sécurité civile, journée portes ouvertes à Brignoles, où 700 militaires spécialisés dans les catastrophes en France et à l'étranger ont fait partager leur savoir-faire. Yannick Aroussi, Laurent Esnault. Partout dans le monde, c'est la marque de fabrique de la sécurité civile. Le sauvetage des bléments. Là, on vient de passer une caméra. Elle est équipée d'un micro et d'un haut-parleur. Donc là, c'est-à-dire que je vais communiquer avec la victime pour voir si elle est toute seule, si elle est blessée, si elle n'est pas coincée. Il suffira de déplacer quelques gravats pour sauver cet enfant. Ici, le problème est plus délicat. Cet homme a le bras coincé sous un bloc. Avec un coussin capable de soulever jusqu'à 40 tonnes, il sera sauvé. Des interventions bien rodées en Arménie, en Iran, en Algérie ou au Maroc. Je trouve qu'ils ont un métier formidable. Pour tout sauveteur, l'idée c'est d'abord de sauver les gens, si possible en ayant un maximum de sécurité pour les sauveteurs eux-mêmes et de sauver un maximum de gens, donc rapidité d'intervention, sécurité d'intervention et puis la technicité qui est fondamentale. Technicité maximale pour une simulation d'accident nucléaire. Depuis 6 mois, la sécurité civile s'est dotée d'une unité risque technologique. Je crois que c'est très bien d'informer le public de la façon dont se déroulent ces opérations. Plus de 10 000 personnes ont assisté aux démonstrations au cours du week-end. La lutte contre l'incendie est l'une des spécialités de la sécurité civile, prête à intervenir dans les 3 heures partout sur la planète. Des bataillons composés de militaires mal connus que l'on confond souvent avec les pompiers. Du rugby, le stade de Toulousain a dû s'incliner cet après-midi lors de la finale de la Coupe d'Europe à Twickenham. Tenant du titre, les Français ont laissé filer la victoire à la dernière minute. Christophe Duchiran, Sylvain Dauba. Il restait une poignée de secondes à jouer, 20 partout au score, les prolongations à disputer.
Poitrenaud, l'arrière de Toulouse, regarde les rebonds capricieux du ballon. Quand il veut s'en saisir, Olé, le demi-mêlée des Wasps, lui vole l'objet précieux et aplati. Incroyable essai, regrettable erreur. La défaite, la déception, la frustration, la colère peut-être. Il y a dans une carrière des mots et des bas. Clément Poitrenaud l'a appris à ses dépens aujourd'hui. Avec son involontaire collaboration, les Anglais ont remporté la Coupe d'Europe. Les Anglais ont inscrit le premier essai du match grâce au 3/4 centre Abbott. Les Toulousains sont alors menés 10-6. Ils reviennent au score juste avant la mi-temps. Yann Delec se jette sur le ballon et aplatit. Les Anglais mènent 13-11 au repos. Les Toulousains ont la tête comme un tambour. La deuxième période va faire du bruit. L'arrière des Wasps, Van Gisbergen, inscrit un très bel essai dès la reprise. Ça n'est pas la mort aux trousses, mais il a des Toulousains sur les talons. 20-11 pour les Anglais. Grâce à 3 pénalités de Jean-Baptiste Elistalde, le Stade Toulousain recolle au score 20-20. Toulouse conserve toutes ses chances de l'emporter, jusqu'à l'instant fatidique de la faute et de la fin désastreuse. C'est pas digne, je pense, d'un joueur de haut niveau. On a tous fait beaucoup d'efforts pour remonter au score et puis je fous tout en l'air sur cette dernière action. Toulouse s'incline 27-20. Les Toulousains sont tristes et Clément Poitrenaud un peu plus que les autres. Les places du Capitole à Toulouse, où avait été installé un écran géant pour l'occasion, environ 7000 personnes s'étaient rassemblées. On peut lire la déception évidemment sur leur visage. Les internationaux de tennis démarrent demain, retransmis en direct sur France Télévisions. Premier set aujourd'hui à Roland-Garros lors d'un gala de bienfaisance. Les champions sont à l'entraînement. Julien Beaumont, Fabrice Dujardin. Répétition générale à Roland-Garros. Une journée consacrée au dernier réglage. Fais attention à tes roulés, il y a des roulés qui n'étaient pas terribles, qui étaient avec des remarques plus pour la forme car les ramasseurs sont fin prêts. La pression était dans les premiers jours au moment de qualification quand ils commençaient, ils étaient super speed, super sous pression. Et maintenant, ils commencent à être rodés, ça fait plusieurs jours qu'ils travaillent dessus et ils commencent à être prêts pour demain, quoi. Côté joueurs, dernier match pour du beurre. C'est la journée Béni Berthet. Une journée où tous les bénéfices sont reversés à des associations caritatives. Alors dans les tribunes ou sur le court, on en profite. Roland-Garros reste un tournoi à part. C'est ici que j'ai eu mes premiers grands frissons, sur ma surface préférée. Et puis Paris, c'est quand même une des plus belles villes du monde, donc c'est fantastique. Un concept qui plaît aussi au public. Et cette année, le succès ne devrait pas démentir, car 34 Français sont présents au premier tour. Ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé. Donc on fera le compte à la fin du tournoi, mais en tout cas on est ravis d'amener dans les 100 meilleurs mondiaux autant de jeunes français qui vont, j'espère, faire le spectacle pendant 15 jours. Et question spectacle, il va falloir compter sur ce nouveau regard du tennis féminin. Tatiana Golovin, 16 ans, 354e joueuse mondiale au début de l'année, elle est aujourd'hui 65e. Un espoir français formé aux États-Unis dans un seul but, se hisser aux premières places. À l'académie, il y avait toujours beaucoup de stars, il y avait Tommy Haas, il y avait Rio, il y avait Venus, Serena, donc toujours des très grandes stars. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de ça et puis j'attendais juste à avoir le niveau pour jouer contre elles et les battre. Pour le moment, l'heure est encore au sourire. À bientôt. Mais demain en compétition, ce sera une autre histoire. Le Grand Prix de Monaco avec 2 surprises. Michael Schumacher qui enchaîne les succès a dû abandonner et c'est l'Italien Trulli qui a remporté la première victoire de sa carrière en Formule 1 en s'emparant du Grand Prix de Monaco aujourd'hui. Résumé de la course, Manuel Tissier. Et non, ce n'est pas Michael Schumacher le vainqueur. Le héros du jour est italien. Jarno Trulli décroche sa première victoire en Grand Prix à Monaco. Le pilote au volant de sa Renault bleu et jaune a résisté jusqu'au bout à tous ses poursuivants. Les deux plus dangereux se sont même éliminés tout seuls. Alonso, son coéquipier chez Renault, touche le muret à la sortie du tunnel. Au même endroit, Michael Schumacher accroche Montoya et voit s'envoler ses rêves de 6e succès consécutif cette saison. La fin de course est époustouflante. Le Britannique Button talonne Trulli jusque dans les derniers mètres. Mais l'Italien reste hors de portée. Schumacher est certes toujours largement en tête du championnat du monde, mais voilà une victoire qui offre un brin de fraîcheur à la Formule 1.
Dernier jour à Cannes, lors de la soirée de gala, la Palme d'Or décernée à Michael Moore sera projetée à nouveau. Une récompense qui fait couler beaucoup d'encre. Le jury du Festival de Cannes a expliqué ses choix en plébiscitant le réquisitoire anti-Bush de Michael Moore, premier documentaire depuis 1956 à recevoir la plus haute distinction. Le jury donc s'est défendu de toute arrière-pensée politique. Pascal Deschamps, Hervé Pozzo. Pour la première fois de son histoire, le festival avait prévu de confronter le jury à la presse après le palmarès. Et ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est donc à guichet fermé que Tarantino et ses jurés se sont expliqués. Si le film avait été mauvais, même s'il avait exprimé mes idées politiques, je ne l'aurais pas défendu. Je répète que ma priorité, ce n'est pas la politique, c'est le cinéma. Quand le propos politique cohabite avec du grand cinéma, voilà. Quand je vais voir un film, c'est parce que j'ai envie de ressentir des choses. Ça peut être le rire, les pleurs. Ça peut être aussi la prise de conscience de quelque chose. Et c'est pour moi tout ce qui fait le cinéma. Et c'est réellement ce que j'ai ressenti en voyant le film de Michael Moore. Moi, ça ne me gêne pas du tout qu'un réalisateur n'ait qu'un seul point de vue. Les gens ne sont pas dupes. Vous pouvez regarder le film de Michael Moore et puis vous pouvez aller voir autre chose. Les gens ne sont pas dupes. Et pour les jurés, Moore a su défendre ce point de vue avec l'art d'un grand. La projection de son film lundi avait d'ailleurs emballé les festivaliers. 2000 spectateurs l'avaient ovationné pendant 20 minutes. Parfois arrive un livre, un film, un morceau de musique qui touche les gens et change leur vision du monde. Vous me demandez comment Bush va réagir à ma Palme d'Or? Il ne sait même pas ce que c'est. J'espère qu'on ne lui apprendra pas la nouvelle pendant qu'il mange un bretzel. En tout cas, cette palme restera dans les mémoires comme un pied de nez lancé à tous les puissants par deux salmômes, deux cinéastes imprévisibles issus de cette Amérique qu'on dit profonde. Une Palme d'Or qui devrait sortir aux États-Unis le 2 juillet. On aura noté que plusieurs films présentés à Cannes sortaient simultanément sur les écrans en France. Avec quelle influence sur les entrées? Élément de réponse, Emmanuel Lambert, Alexandra Renard, Jean-Marc Nouknouk. La guerre de Troie a bien lieu. Elle se déroule en ce moment en France, au guichet de 743 salles. J'ai amené tous les guerriers de Grèce sur vos côtes. Et déjà plus d'1 million de spectateurs en 10 jours seulement. Le film n'était pas en compétition, mais sa sortie a été remarquée. Projection à Cannes, affiche géante et surtout la montée des marches de la star du film, Brad Pitt. Effet croisette assuré. Le Festival de Cannes, c'est un bon tremplin pour faire connaître les films et aller au cinéma. C'est un label de qualité de passer à Cannes. Après, à nous de faire le choix. Autre carton au box-office, Kill Bill volume 2. Déjà plusieurs centaines de milliers de spectateurs, le film a bénéficié d'une projection à Cannes, mais surtout de la renommée du président du jury, Quentin Tarantino. Dans ce cinéma parisien, une seule salle de 600 places, dédiée uniquement aux aventures musclées d'Uma Thurman. Tous les soirs, la salle fait le plein. Il y avait une attente de toute façon pour Kill Bill 2, le fait que Quentin Tarantino soit président du jury et que Kill Bill 2 passe au Max Snyder, forcément on avait tous les atouts de notre côté. Mais Cannes, ce n'est pas uniquement des grosses productions américaines. Ici, on se presse pour voir le dernier Kusturica. Hier soir, La vie est un miracle n'a pas été primé. La récompense vient directement du public. Plus de 100 000 spectateurs en une semaine. Hors compétition, La mauvaise éducation marche bien. 315 000 personnes sont allées voir le dernier opus de Pedro Almodóvar. Quant à la Palme d'Or 2004, Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, les Français devront attendre sa sortie en salle en juillet prochain. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Patrice Drevet, 20h55 sur mes lèvres avec Vincent Cassel, 0h40, le dernier journal Ève Métais. Demain à 7h40 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Pascal Lamy, commissaire européen au commerce international. 13h, Daniel Bilagnan, 20h, David Pujadas. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte sur ces images de milliers de Madrilènes venus chercher un souvenir du mariage de Felipe et Laetitia en découpant des morceaux du tapis rouge menant à la cathédrale. Votre soirée sur France 2. Sur mes lèvres, avec Emmanuel Devos et Vincent Cassel, le polar inédit aux 3 Césars. Daniela Lombroso joue les petites souris dans les cuisines d'un chef et au Festival de Cannes. France 2. Sur mes lèvres de Jacques Audiard et les coulisses du pouvoir, ce soir sur France 2. Non seulement ils prennent en charge toute mon hospitalisation avec 0 € de ma poche, mais en plus une babysitter s'occupe de tout pendant mon absence.